Madame la Présidente du Conseil d'administration du ROTAP, qu'il faut souligner quand même que le ROTAP s'est structuré, le Conseil d'administration s'est doté a pu pourvoir au poste de président et de vice-président la semaine passée. C'est ainsi que Madame Banya Aissata Fall a été élue présidente du Conseil d'administration du ROTAP. Et Zakari Amadou a été élu vice-président du Conseil d'administration du ROTAP. Donc c'est l'occasion pour informer aussi les uns et les autres de cette importante structuration du ROTAP. Et cette journée rentre dans le cadre de la journée de l'Union africaine sur la démocratie. C'est en partenariat avec CDD et sur financement de OSIWA que nous animons cette conférence. Et pour nous, dans le contexte actuel, il serait important que nous puissions nous rappeler les rôles des différentes institutions de notre pays. Avec le contexte actuel, je crois que ça y contribuera à cette citoyenneté plus active de nos citoyens, je me répète, et aussi amener à jouer notre rôle d'acteur de la société civile qui est de former, de sensibiliser les masses par rapport à leurs droits et devoirs. Nous remercions très sincèrement les autorités à travers les deux ministres qui, malgré leur calendrier chargé, sont venus aujourd'hui quand même écouter et être à nos côtés pour animer cette conférence. Et aussi l'Assemblée nationale à travers l'honorable député qui, il faut le rappeler, n'est pas seulement député, il est aussi notre camarade. Il a évolué avec nous sur plusieurs fronts aujourd'hui avant de se retrouver, j'ai l'habitude de dire, de l'autre côté. Sur ce, je ne vais pas monopoliser la parole, je permettrai aux uns et aux autres d'écouter les exposés de nos deux conférenciers à travers Dr Issou Yaya qui va parler du rôle des institutions nigériennes et de Madame Bari qui va, elle, parler notamment de la charte. La charte qui est extrêmement importante pour nous car elle régit toute notre communauté aujourd'hui. Et sur ce, docteur Issou, à travers le modérateur, vous avez la parole. Monsieur le modérateur, je voudrais, si vous me le permettez, profiter de l'occasion pour remercier les responsables de l'OTAP et leurs partenaires d'avoir initié cette activité. Je les remercie particulièrement et à titre personnel de m'avoir confié cette tâche de parler de notre pays qui vit un tournant un peu politique dont on va faire cas tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, parler du rôle et des missions des institutions républicaines dans la défense et la consolidation de la démocratie en une heure, je crois qu'il ne sera pas possible de le faire. D'autant que les institutions républicaines, elles sont plurielles. Il y en a suffisamment et la plupart sont égrenées dans la Constitution de la 7e République. Alors, je prendrai quelques exemples. L'exposé portera sur 3 institutions traditionnelles. Mais même au niveau de ces institutions que je prends à titre personnel par ordre d'importance, je n'évoquerai qu'une des facettes, étant entendu qu'il y en a plusieurs. Alors, parmi les institutions républicaines, il y a la présidence ou le président de la République, il y a le gouvernement, il y a le législatif incarné par l'Assemblée nationale, il y a toutes les cours qui composent le pouvoir judiciaire, il y a des institutions comme l'ONC, comme la Commission des droits de l'homme, comme le CESOC, il y a les collectivités territoriales, il y a d'autres institutions qui jouent un rôle non moins important comme la CENI, comme la CNDS, comme le CNDP. Il y a
d'autres institutions encore comme les organisations de la société civile qui jouent un rôle de veille dans la société. Il y a, étant formateur de profession, l'école qui est une véritable institution. Il y a l'armée, donc il y a énormément d'institutions. Alors, toutes ces institutions, comme je l'ai dit, sont importantes dans le cadre de la défense et la consolidation de la démocratie. Alors, celles sur lesquelles va porter mon propos, c'est d'abord l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle. J'aurais bien aimé parler du Conseil constitutionnel dans son origine ailleurs. En quoi l'Assemblée nationale est importante dans la défense et la consolidation de la démocratie. D'abord, quelles sont ses attributions, quelles sont ses missions? C'est, comme chacun le sait, de voter la loi et de consentir l'impôt. C'est aussi de contrôler l'action gouvernementale telle que libellée au niveau de l'article 90 de la Constitution de la 7e République. Il y a, dans le cadre toujours de cette défense de la démocratie, entendue comme le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple, les interpellations des ministres, à commencer par le premier d'entre eux. Donc, chaque ministre, par rapport à sa gestion quotidienne, est tenu de répondre présent à la convocation de l'Assemblée nationale, à l'interpellation de l'Assemblée nationale. Il y a aussi des commissions qui sont spécialisées et qui jouent un rôle éminemment important. Lorsqu'il y a des choses qui engagent la vie de la nation, l'Assemblée nationale peut mettre en place une commission d'enquête parlementaire pour aller sur le terrain et parler au nom de la population et prendre ce qui est vrai par rapport à ce qui est dit. Donc, l'Assemblée nationale, d'une manière générale, exerce un contrôle sur les questions d'intérêt général, sur les questions d'actualité et sur les demandes d'information telles que libellées à l'article 94. C'est aussi elle qui détermine les traitements, les indemnités, les avantages accordés au président de la République, au Premier ministre, aux ministres, aux députés, aux différents responsables des institutions en fonction, bien sûr, de la situation financière du pays. Donc, ce rôle est particulièrement important puisqu'on connaît la nature humaine. L'être humain serait tenté de lui octroyer à lui-même un certain nombre de responsabilités et d'avantages sans tenir compte de la réalité quotidienne. C'est aussi l'Assemblée nationale qui autorise la déclaration de la guerre. C'est aussi elle qui autorise l'envoi des troupes à l'extérieur. Et même dans le cadre d'un état de siège, il faut qu'elle soit consultée, mais au-delà de 15 jours, c'est elle qui autorise cette prolongation. Enfin, c'est devant elle que la responsabilité du gouvernement est engagée. Elle peut aussi demander à la Cour des comptes de mener une enquête ou une étude qui se rapporte tant à l'exécution que à la dépense, aux recettes, à l'exécution des recettes et des dépenses publiques. Donc, brièvement, voilà pour ce qui est du rôle de l'Assemblée nationale. La deuxième institution que je voudrais évoquer, c'est la Cour constitutionnelle. Alors, elle est compétente en matière constitutionnelle et électorale. Elle est particulièrement chargée de statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances, ainsi que sur la conformité des traités et accords internationaux. Elle interprète les dispositions de la Constitution, elle contrôle la régularité des scrutins, elle juge les contentieux électoraux et proclame les résultats définitifs. Donc c'est elle qui proclame les résultats définitifs. Elle se prononce sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale avant sa mise en application, sur les conflits d'attribution entre les institutions de l'État. Elle statue aussi sur l'éligibilité des candidats et sur la validité de l'élection des députés.
Sur toutes les questions d'interprétation et d'application de la Constitution, c'est elle qui statue, notamment sur le recours pour accès des pouvoirs en matière électorale, sur la vacance de la présidence de la République au niveau de l'article 53, sur l'incapacité du président de la République sur les questions référendaires et les pouvoirs exceptionnels. Ce qui m'amène justement à parler du président de la République. C'est un questionnement que je me pose et que j'aimerais discuter avec vous. Est-ce que le président de la République a un rôle réel dans la défense et la promotion de la démocratie au Niger? Est-ce que les dispositions de l'article 46 sur lequel je vais revenir, est-ce que ces dispositions au regard de la défense et de la consolidation de la démocratie au Niger, est-ce que les dispositions sont pertinentes? Alors, on constate et on entend souvent parler de premier responsable national, premier responsable politique du Niger, premier opérateur politique, chef suprême de l'exécutif, vraiment des qualificatifs qui sont avancés pour une fonction. Mais force est de constater que l'article 46 ne permet pas au président de la République d'exercer des responsabilités cardinales. Les grandes options ne lui appartiennent pas plus que la conduite des affaires quotidiennes. Dans la réalité, le gouvernement dispose de la réalité des pouvoirs. L'article 116 de la Constitution lui confère la compétence de définir et de conduire la politique de la nation. Donc, à partir de là, se dégage une conception de la fonction présidentielle qui se traduit par un rôle hégémonique pour la fonction qui, en réalité, se limite à quelques domaines essentiels. Mais ce domaine est sérieusement contrarié par le gouvernement qui détient le rôle le plus important. Alors, on dit que le président de la République est en charge des intérêts généraux de la nation. Il ne peut intervenir que dans les domaines relevant de sa fonction et par des procédures prévues par la Constitution. Je développerai la plupart de ces aspects. Il n'a pas le droit de se saisir d'une question si la Constitution ne l'a pas décidée. Il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. La liste des intérêts dont il a mission de protéger, elle est brève. C'est de respecter la Constitution, garantir l'unité nationale, garantir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et continuité de l'État. Il est le garant de l'intégrité du territoire, de l'indépendance nationale et au titre des accords internationaux, il se veut le responsable de la parole, d'une certaine parole donnée. Tout ceci n'est certes pas négligeable parce que ce sont des domaines qui sont vitaux. Mais la réalité, c'est que, en ce qui concerne le vrai, la société, en ce qui concerne l'économie, les finances, l'enseignement, la culture, la sécurité intérieure, la solidarité, la cohésion sociale, donc le quotidien du Nigérien, eh bien tout cela appartient au gouvernement. La fonction présidentielle, à beaucoup d'égards, s'exerce au-dessus du quotidien de la vie nationale. Le président de la République, c'est quelqu'un qui est en retrait, mais qui est constamment informé de tout. Raison pour laquelle il préside le Conseil des ministres, signe les décrets et ordonnances, promulgue les lois, nomme aux emplois supérieurs de la nation. Alors donc, au niveau du titre 3, précisément la section 1, c'est le premier article de la Constitution qui porte sur le président de la République, mais en réalité c'est l'article 46. L'article 46 est le président de la République est régi par un certain nombre d'articles, de l'article 46 à l'article 70. Alors, on dit il est le gardien de la Constitution, garant du fonctionnement, il est arbitre, il doit assurer le respect de la Constitution, le fonctionnement régulier
De mon point de vue, la référence pour toutes les difficultés d'interprétation du statut et des attributions du président de la République, cet article, à la fois, il est essentiel, mais il me paraît creux. Celui qui constitutionnise la fonction présidentielle et qui dicte au président de la République les buts qui doivent inspirer ses actes et ses faits, en même temps qu'il restreigne sa liberté. Alors, pourquoi le constituant s'est attaché, dans le corps de son texte, à donner des indications aussi générales sur le rôle du président de la République? Dans l'histoire de la France, cet article apparaît comme la volonté de conférer au chef de l'État des pouvoirs réels dans un exécutif bicéphale mis en place à partir de 1958. Peut-être aussi estime-t-on souhaitable de répondre par avance à qui s'inquiéterait des ambitions du général de Gaulle et qui craindrait l'instauration d'un pouvoir personnel. Alors, qu'est-ce que dit l'article 46 exactement de la Constitution de la 7e République? Je le cite. Le président de la République est le chef de l'État. Il incarne l'unité nationale. Le président de la République est au-dessus des partis politiques. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire, du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et continuité de l'État. Quand on prend ces notions en elles-mêmes, ce sont des notions incertaines, des notions insaisissables et des notions qui sont controversées, dont on dirait que certaines relèvent du droit. Relèvent-elles du droit constitutionnel, du droit administratif, du droit international? Relèvent-elles tout simplement du sport quand on dit gardien, garant? Il y a tellement une ambiguïté justement dans les notions de, entre guillemets, chef, incarne, garant, assure, au-dessus des partis politiques. Au-dessus, jusqu'à quelle hauteur? Cet article est pour le président de la République le fondement d'une liberté d'action qu'il avait justement à le refuser. Au Niger, chacun a défini à sa convenance la fonction présidentielle en mettant l'accent sur tel ou tel terme de l'article 46. Mais quel sens doit-on donner à cet article? Où et quand agira-t-il? En quelle qualité pour la sauvegarde de ces principes? Alors, la traduction littérale de l'article 46 de cette Constitution, eh bien, on constate que, presque volontairement, il y a une rigueur alambiquée du choix des termes utilisés. Si on doit s'en tenir à la lettre du texte, il y a 3 aspects essentiels dans cette fonction. Il est le gardien, il est arbitre et il est garant. Donc, il doit faire en sorte que la Constitution soit respectée. La Constitution, c'est elle qui donne, qui est à la base du fondement de toutes les actions. Le Constitution le nomme gardien de son œuvre. Donc, c'est à lui de veiller à ce qu'elle soit respectée. Toutefois, le président ne peut agir à la place d'une autre autorité. Il ne peut se substituer à sa décision, il ne peut substituer sa décision à la sienne, ni l'annuler. Il ne peut corriger lui-même l'inconstitutionnalité. C'est-à-dire qu'ici, lorsque un texte est jugé anticonstitutionnel, ce n'est pas à lui, lui doit veiller à ce qu'il soit. Mais le vrai gardien, c'est celui qui interprète la Constitution, c'est le juge constitutionnel. Donc, dans l'exercice de la fonction de ses pouvoirs propres, le président de la République définit lui-même ce qui lui commande la Constitution et lorsqu'il agit, il doit être autorisé par elle. Son autorité est avant tout morale, car même si veiller au respect de la Constitution est la première de ses responsabilités, il ne s'agit pas d'un rôle très actif. Il est arbitre. Donc, la mission d'arbitrage, elle est double. Assurer, d'une part, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et d'autre part, la continuité de l'État.
La méconnaissance de cette notion d'arbitrage, ou la prétention de la connaître, ou même de trop la comprendre, a donné à la fonction une extension démesurée. Cette mission est assortie d'une précision sur la façon de la remplir. L'arbitrage n'est qu'un moyen au service d'une fin. Ici, quelle est la conception de l'arbitrage présidentiel? Je cite, en premier lieu, le fait que l'arbitre prend des décisions et qu'on attend de lui qu'il tranche en toute impartialité entre plusieurs points de vue. Monsieur le coordinateur, honorables invités, messieurs de la presse, c'est un honneur pour le Centre pour la démocratie et le développement CDD West Africa d'être ici à Niamey dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la démocratie, désormais Journée de l'Union africaine, célébrée chaque 15 septembre. Cette activité, il faut le rappeler, s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités de la société civile pour obtenir la ratification, faire la promotion et veiller à la mise en œuvre de la Charte africaine de la démocratie, des élections, de la gouvernance et du protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance dans 9 pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Libéria, le Togo, le Bénin, le Ghana, la Sierra Leone, le Niger et le Nigeria. Ce projet, initié par le Centre pour la démocratie et le développement CDD West Africa, avec le soutien de l'OSIWA. En effet, dans un contexte régional fait de crises à répétition dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, il paraissait plus que nécessaire que ces instruments qui défendent tous des valeurs comme la démocratie, la bonne gouvernance, à travers la promotion des droits comme le droit à la liberté d'expression et d'information, les droits comme celle de la femme, le droit des minorités, la séparation des pouvoirs et bien d'autres soient connus de tous les enfants d'Afrique. Aussi, un tour d'horizon de l'actualité montre le bien fondé de ce projet, car 50 ans après les indépendances, la démocratie peine à être une réalité dans le continent africain. Le multipartisme est certes désormais inscrit dans la plupart des constitutions et même les régimes les plus rigides cherchent à se donner une façade de pluralisme politique, mais néanmoins, il faut noter que des résistances sont encore nombreuses. Mesdames et messieurs, honorables invités, notre continent est en proie au coup d'État, comme le montre l'exemple malien, bissau-guinéen et nigérian. Aussi, les successions de père en fils sont légion, avec le cas togolais, gabonais et la tentative sénégalaise. À cela s'ajoute la mauvaise gestion et la mauvaise répartition des biens publics, la corruption, le non-respect des principes comme celui de la séparation des pouvoirs, de l'accès à la liberté d'expression, la violation de la Constitution par nos chefs d'État. Des actions sont menées par la communauté internationale, mais également par les organisations de la société civile pour l'édification de la démocratie en Afrique. C'est le lieu pour nous ici de saluer l'action du ROTAP, notre partenaire au Niger, qui en plus de faire la promotion de ces instruments, veilleront également à leur mise en œuvre au Niger. Le Centre pour la démocratie et le développement, CDD West Africa, se félicite de ce partenariat et espère que cela participera au rayonnement de la démocratie nigérienne, voire africaine, afin de faire de ce continent un continent de paix et de justice. Je vous remercie. Au premier conférencier, parce qu'il était mon conseiller au CCN et je l'ai suivi dans une description de la Constitution de la 7e République qui ne me paraît être conforme ni au texte ni aux réalités. En effet, la Constitution de la 7e République, plus que celle de la 5e République, et l'exemple est important, je reviendrai là-dessus, mais place le président de la République au cœur de la défense et du respect de la Constitution, plus que celle de la 5e République. Pourquoi je le dis? Quand on regarde un peu dans le rétroviseur,
il n'y aurait jamais eu le processus de démantèlement de la Constitution de la Ve République si le président de l'époque s'y était opposé, s'il ne l'avait pas accompagné. Qui plus est, la comparaison est importante, dis-je, aujourd'hui, le président de la République a plus de pouvoir, celui de la Septième République, a plus de pouvoir que celui de la Cinquième République, du moins au niveau du pouvoir exécutif. Dr Youssouf-Yahya lui-même a cité la disposition importante, il l'a rappelé, mais n'en tire pas toutes les conséquences. En effet, plus que sous la Ve République, actuellement, le président de la République, ce qui fait dire à certains que notre constitution est royaliste, le gouvernement qu'il nomme et dont il met fin aux fonctions de ses membres est à la fois responsable devant l'Assemblée nationale, semi-présidentialisme, mais aussi devant le président de la République. C'est juste pour dire, parce que quand on écoute le conférencier, on a l'impression que le président de la République du Niger est un peu comme le président allemand ou italien. Quand on écoute, or lui-même, dans les dispositions de la Constitution, rappelle l'ensemble des pouvoirs énormes en matière de protection et de défense de la Constitution que le texte de la Constitution lui-même lui confie. Donc il ne faut pas, parce que si on fait une mauvaise lecture, la Constitution de la Septième République dépasse de loin, si vous voulez, celle qui l'a inspirée, la Constitution d'octobre 1958, la dépasse de loin, et même celle de 1958 a été largement améliorée dans le sens d'accorder des pouvoirs énormes. Parce que pourquoi j'ai dit qu'il faut faire la distinction entre le président allemand et nigérien? Ce n'est pas rien lorsque le président de la République préside les conseils des ministres. Ah oui, il préside les conseils des ministres. Ça veut dire qu'en définitive, c'est lui qui entérine l'essentiel des décisions. Or, quand on a suivi le conférencier, il dit que tous les pouvoirs appartiennent au gouvernement. Lequel gouvernement il distingue du président de la République? Ce n'est pas vrai. Ce n'est ni la lettre, ni l'esprit de notre Constitution. Et je dis, si en 2009, le président de la République avait voulu arrêter le processus de démantèlement de la Constitution, ça se serait arrêté net. Je terminerai, puisque la liste est longue, pour dire à madame que je partage avec elle la lecture selon laquelle, en effet, la charte africaine, hélas, elle a donné des exemples, est plus ou moins un projet de société, mais de ne pas oublier que le protocole de la CEDEAO, lui, est pour tous les dictateurs ouest-africains un piège sans fin. C'est très important. Tel qu'il est écrit, vraiment, il contribue à préserver le système démocratique ouest-africain. Mais à une condition, il faut que les citoyens de cet espace attachent du prix au système démocratique et qu'ils acceptent effectivement de le défendre. Voilà un peu ce que je peux dire pour l'instant en termes de contribution. Je vous remercie. Moi, je remercie aussi le conférencier, aussi Madame Bari, pour avoir fait un tableau assez sombre de certains pays africains où la démocratie n'est pas tellement respectée. Mais moi, j'ai seulement deux observations. La première, j'aurais voulu à ce que le conférencier qui a le plus parlé sur le thème nous fasse ressortir tableau par tableau les différents, en tout cas puisqu'on a dit rôle et mission, donc les différentes institutions de l'exécutif au judiciaire jusqu'au législatif, pour montrer leur pouvoir jusqu'où ils peuvent aller et leurs limites. Parce que vous n'êtes pas sans le savoir que dans un système démocratique, une fois que ces institutions ne marchent pas comme il le faut, il y a toujours ce que madame avait déploré, l'intervention de l'armée. Et il fallait aussi préciser dans quel cas l'armée intervenait.
Parce que la démocratie, on a dit, c'est le pouvoir pour le peuple, par le peuple, etc. etc. C'est en quelque sorte un contrat social entre le dirigeant et le peuple. Il fallait aussi faire ressortir pourquoi l'armée intervenait. C'est vraiment les deux observations que moi j'ai apportées. Et j'ose espérer que dans la réaction du conférencier, il aura, même si c'est un temps soit peu, nous dire en tout cas les forces et les faiblesses de chacune de ces institutions. Je vous remercie. Et je voudrais juste intervenir sur ce que le Dr Aya a fait ou a dit sur son thème. Premièrement, je dois avouer, j'ai été un peu surpris de l'étrangeté de la démarche. Moi, j'ai lu la banderole, il est dit rôle et mission des institutions républicaines de la défense et la consolidation de la démocratie qu'a du Niger. Moi, je m'attendais à un exposé assez simple pour dire chaque institution, en tout cas les plus importantes et les plus significatives, quels sont les moyens que la Constitution et la loi leur donnent pour garantir et défendre la démocratie et la promouvoir. Mais votre exercice s'est essentiellement porté sur ce que peut être le rôle et le pouvoir du président de la République. C'est la réalité de ce pouvoir-là. Donc je trouve ça franchement étrange et ça n'a pas beaucoup de pertinence scientifique, en tout cas par rapport à ce thème. Et si c'était vos étudiants, docteur, je me demande si vous allez leur donner la moyenne. Donc d'abord la démarche me paraît être un peu à l'écart du sujet, en tout cas le sujet qui est là. Deuxièmement, c'est la question des pouvoirs. La Constitution de la 7e République, comme le ministre de la Justice l'a dit, elle continue à avancer par rapport même à la Constitution de la 5e République, où on considérait déjà que le pouvoir exécutif était en réalité partagé entre le président et le Premier ministre, même la Constitution de la 5e République. Maintenant, dans la Constitution de la 7e République, la réalité du pouvoir exécutif, c'est le Conseil de ministres, c'est le président qui le convoque, c'est le président, c'est lui qui le préside. Et c'est là-bas que les décisions de l'exécutif se prennent. Donc la réalité du pouvoir exécutif, on l'a consacré dans la Constitution. C'est peut-être une mauvaise chose de votre point de vue, je ne sais pas, mais la réalité, elle est incarnée par ce pouvoir-là. Il est le chef des armées. Et aujourd'hui, la Constitution de la 7e République, ça a un contenu concret. C'est qu'on a créé deux organes qu'il convoque et qu'il préside. Cette notion n'était pas assez claire même de la Constitution de la 5e République. Aujourd'hui, elle a un contenu. Il a une autorité morale qui fait qu'il est le garant et qu'il veille. Lorsqu'on dit qu'il veille, c'est qu'il s'assure que ce que la Constitution a prévu puisse fonctionner normalement. Et ça, c'est une fonction importante dans un régime politique. Et il est garant du bon fonctionnement des organes. Ça veut dire qu'il peut en répondre lorsque ces institutions ne fonctionnent pas. Donc, du point de vue de la symbolique, de l'autorité politique, il est à un niveau important. En plus, la Constitution dit qu'il peut dissoudre même la représentation nationale. C'est cela, c'est que la Constitution lui a donné comme pouvoir, il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Il est également dit qu'il est chef de l'administration, etc. Je pense qu'on peut donner les exemples à satiété. Bon, c'est gênant pour moi, parce que quand je parle, on a l'impression qu'il défend parce qu'il est au cabinet du président. Mais c'est une question, c'est simplement, moi je le fais comme simplement une contribution de ce que la Constitution à laquelle vous avez participé, vous et nous, lorsqu'on était au CCN, et jamais il n'a été dit que dans la Constitution de la 7e République, le président n'a pas de pouvoir. Au contraire, on a même soupçonné qu'on lui avait accordé trop de pouvoir dans le cadre de cette Constitution, parce qu'effectivement, il y a une avancée par rapport à la 5e. Donc moi, écoutez, aujourd'hui, dans le cadre de ce thème-là bien précis, poser la question, je trouve que c'est une thématique intéressante, mais on aurait pu la faire dans une autre discussion. Ce qui fait que finalement on n'a pas parlé du rôle de la Cour constitutionnelle, du rôle de la justice, du rôle de l'Assemblée nationale et des interactions que ces institutions peuvent avoir pour assurer la promotion et la consolidation de la démocratie, parce que l'orientation que vous avez prise est une orientation qui n'a pas permis ces débats de mon point de vue. Donc c'est un peu ça que je voudrais dire, peut-être que j'en ai oublié, mais c'est ce que je pense et merci. Donc je disais que c'est vraiment un exercice citoyen qui permet d'une manière ou d'une autre vraiment de renforcer la conscience citoyenne afin d'avoir des hommes responsables, des hommes qui ont les soucis de l'avenir du pays. Donc vraiment ce sont ces genres de communication qu'il faut vraiment multiplier afin de renforcer vraiment notre démocratie. Donc cela amènera donc à sensibiliser les acteurs de la société civile, c'est-à-dire à forger cette conscience citoyenne, surtout chez les politiciens du Niger. Et pour finir mon commentaire, je disais que présentement au Niger, les problèmes du sous-développement, de la précarité, du détournement des deniers n'est rien d'autre
expliqué vraiment les manques vraiment de la formation citoyenne, c'est-à-dire il y a un déficit vraiment du contrôle citoyen. Donc à ce niveau, je pense qu'il faut multiplier ce genre d'initiatives qui permettraient vraiment aux uns et aux autres vraiment d'être imprégnés de ce qui se passe dans les pays. Donc je profiterai pour poser des petites questions. La première question est la suivante. Comment au Niger, à travers nos institutions, nous pouvons aboutir à l'émergence d'une société démocratique, porteur d'espoir en termes de projets, de société, de bonne gestion et de progrès social? La deuxième question, donc je m'adresse à Dr Yahya. Qu'est-ce qui explique vraiment la fragilité de certaines de nos institutions? Merci. La première question, je voudrais savoir à quel moment on parle de panne de la démocratie dans un pays, puisque nous sommes dans le cas du Niger. Est-ce que lorsqu'on constate qu'il y a violation de la Constitution, ou alors lorsque le chef suprême ne s'en tient pas à ses mandats électifs? Ma deuxième question est également de savoir, lorsque les animateurs des différentes institutions républicaines qui ont en charge la défense et la consolidation de la démocratie ne respectent pas la Constitution, lorsque ces animateurs eux-mêmes violent la Constitution, quel serait le rôle de la société civile en ce moment-là? Puisque j'ai suivi dans les deux conférences, et sur les deux conférenciers, en tout cas, ils ont fait cas du rôle de la société civile. Je voudrais savoir la position ou la place que la société civile doit avoir lorsqu'elle constate qu'effectivement, ces institutions ne sont plus en bon terme avec la Constitution de la 7e République. Bon, la Constitution, je ne voulais dire pas la 7e République, mais la Constitution. Si il y a quelque chose que vous devez retenir, ce que la société civile nigérienne doit s'en féliciter. Un ministre, un directeur de cabinet ministre et puis un parlementaire qui sont issus de leur rang, quoi qu'en disent les autres. Je crois que c'est une grande performance. Alors, je ne reviens pas sur ce que les deux ministres ont dit, mais sinon, effectivement, je ne partageais pas un certain nombre de choses que le premier conférencier avait annoncé dans sa conférence, mais je relève quand même qu'il a bel et bien parlé des autres institutions telles que l'Assemblée, telles que la Cour constitutionnelle, mais il n'a pas insisté autant que sur le rôle de la présidence de la République. Et à ce niveau, je crois que moi, à un moment, je me dis que est-ce que si on doit apprécier le pouvoir d'un président, on ne doit pas d'abord se référer à la nature du régime. Nous avons un régime parlementaire, un régime semi-présidentiel et un régime présidentiel. Mais même dans ce cas, je crois que le rôle du président de la République dans notre Constitution est un rôle appréciable. Dès lors qu'on dit que tout est dans la Constitution, rien ne se fait en dehors de la Constitution et qu'il est le garant de la Constitution, je crois qu'on n'a pas meilleure ou plus grande responsabilité que celle-là. Donc il faudrait un peu rectifier cette appréciation qui donne l'impression que le président de la République a un rôle du genre protocolaire, comme on a su le comprendre. Mais dans l'ensemble, la prestation du docteur est, de mon point de vue, appréciable. Pour finir sur Madame Abibata, je dirais que j'ai été concerné par cette question parce que en 2007, quand la charte a été adaptée, il a fallu 2012 pour qu'elle soit mise en œuvre. Donc les États africains ont traîné dans la ratification. Il a fallu, j'en suis fier, que nous venions en 2011 au Parlement panafricain pour faire une campagne 12-11, 11 pour 12-2011, ça veut dire 11 pays pour la fin de l'année 2011, pour que la charte puisse être mise en œuvre. Et cette campagne a porté ses fruits parce qu'on avait eu 16 pays avant le mois de février, date à laquelle la charte a été adoptée. Et je crois qu'en termes de mise en œuvre, il faut s'en féliciter parce que l'Union africaine s'était rendue compte que la CEDEAO était en avance sur elle par rapport à ce genre d'instruments. Et c'est pour cela qu'ils se sont précipités à accélérer la mise en œuvre. Et après cette mise en œuvre, nous nous sommes rendus compte qu'il s'agisse du cas du Mali, du cas de la Centrafrique ou de la Guinée-Bissau, il y a une certaine promptitude quand même de l'Union africaine, d'abord à suspendre le pays par rapport à son appartenance à l'Union africaine, et ensuite à encourager et accélérer
la transition. Et nous nous sommes rendus compte que dans tous ces pays, la durée de la transition a été courte. Enfin, madame, je crois que vous n'aurez pas dû évoquer le mot hasardier, parce que tant ceux qui en sont acteurs ou qui en étaient acteurs que nous qui les avons combattus, on est allergiques à ce mot. Il nous rappelle des mauvais souvenirs et à eux aussi, ça rappelle une aventure peut-être qu'on regrette. Merci. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Nous estimons effectivement que le président de la République a un certain nombre de responsabilités qui lui ont été conférées, qui sont là. Mais en tant que chef de gouvernement, le Premier ministre dans un régime semi-présidentiel aussi a une responsabilité. Ça veut dire l'exécution. C'est que nous avons compris. Nous ne sommes pas as en la matière, mais nous avons compris que le Premier ministre exécute le programme à base duquel le président a été élu. Donc, docteur, j'ai une question à poser. Est-ce la démocratie en Afrique, parce que j'ai constaté que les gens chantent la démocratie en Afrique, est-ce la démocratie en Afrique se limite uniquement à l'alternance, au changement, aux élections? Parce que c'est ce que nous avons constaté, qu'en Afrique, non, tant qu'il n'y a pas, quand il n'y a pas d'élection, on dit qu'il n'y a pas de démocratie. Mais quand il y a élection, on dit qu'il y a démocratie, quelle que soit la gestion que les dirigeants auront à faire de la cité. Maintenant, pour dire un mot à la conférencière, effectivement, il y a des changements. Quand le peuple veut un changement, je pense même que c'est de la démocratie aussi. Il faudrait que les gens comptent avec ça là. Et aussi, comment peut-on penser que des gens qui chantent la démocratie, qui se disent des démocrates, puissent accepter et applaudir des coups d'État militaires dans les pays? Aujourd'hui, nous savons, bon nombre, même les députés qui viennent de quitter, il a applaudi un coup d'État qui était intervenu au Niger, un coup d'État militaire ici au Niger. Comment, et aussi, la charte tolère ces militaires et jusqu'à les bombarder des grades, après les avoir bombardés des grades, la CEDEAO et l'Union africaine les acceptent en tant qu'ancien chef d'État, le statut d'ancien chef d'État. Je parle de Salou Djibo, je parle de Sanago, je pense bien que la charte est bien appliquée comme ça se doit. Et aussi, les Tazarkés, je pense bien qu'il faudrait comprendre que c'est une volonté du peuple, manifeste du peuple nigérien. Et nous autres, nous avons compris que nous cherchons un oiseau rare. Effectivement, nous avons trouvé l'oiseau rare, nous avons voulu, parce que pendant 20 ans de démocratie, on ne va pas, parce que la démocratie c'est le développement, c'est pour le développement du peuple, c'est pour le bonheur du peuple. Mais pendant 20 ans de gestion, nous avons constaté que rien ne va, et effectivement, en fin de compte, nous avons trouvé un président qui est là et qui peut faire l'affaire. Nous avons voulu, effectivement, en tant que peuple souverain, voulu à ce que ce président puisse continuer ses œuvres de bienfaits. Et c'est ce que les autres n'ont pas compris. Et il faudrait, avant d'intervenir sur ce genre de situation, je pensais que la conférencière devrait effectivement chercher les réelles motivations et les informations pour qu'ils puissent avoir plus de détails. Donc voilà ce que je voulais dire. Je voudrais insister particulièrement sur les défis. Si pour le protocole additionnel de la CEDEAO, on peut estimer qu'il est déjà mis en œuvre et qu'il peut être constitué, on peut le considérer comme étant une loi qu'on peut opposer au pouvoir public. Pour ce qui concerne la charte africaine, il n'est pas encore le cas parce que le nombre de ratifications, le nombre de pays devant le ratifier pour sa mise en œuvre n'est pas encore atteint. Donc le premier défi, à mon entendement, c'est que le combat continue au sein des différents pays pour arriver à avoir le nombre de ratifications, n'est-ce pas, utiles pour que cela soit opposé comme loi au niveau des différents pouvoirs publics, au niveau des différents pays. Le premier défi, c'est celui de l'indépendance et de l'autonomie financière des organes de ces deux institutions-là, notamment la CEDEAO et l'Union africaine. Parce que il n'est un secret pour personne qu'aujourd'hui, les Africains ont du mal, malheureusement, à se reconnaître devant ces institutions-là. Donc, comme autre défi pour aller vers la mise en œuvre de cette charte-là, c'est créer quand même les conditions à ce que les citoyens se reconnaissent dans les décisions prises par les différents organes dirigeants de ces institutions régionales. Vous savez que les différentes crises majeures qui ont secoué certains pays de l'Afrique
l'Union africaine n'a pas du tout pesé, n'est-ce pas, dans la résolution de ces conflits-là, tels que le cas de la Libye, le cas de la Côte d'Ivoire et beaucoup d'autres cas qu'on peut citer. D'où l'importance de créer un mécanisme à ce que la redevabilité entre gouvernants et ses organes dirigeants, n'est-ce pas, de ces institutions régionales et les citoyens soit démise. Autre défi, c'est que le combat, le dernier, avant d'entamer le thème de docteur, c'est que aujourd'hui, ce combat sans fin qui est engagé par les pays, qui est de donner à l'Union africaine une position digne de son poids économique, géographique, géologique, politique et stratégique au sein des organes des Nations Unies. À qu'un résultat, il faut que l'Union africaine soit véritablement positionnée au sein des différents organes des Nations Unies, notamment la place tant chantée qui est guettée au sein du Conseil de sécurité. Si on n'arrive pas à relever ces défis, je crois que la charte risque d'être et continuera d'être comme un projet de société, comme l'a dit le ministre Moro Amadou. Concernant le thème, en un mot, moi, honnêtement, je comprends tout à fait, docteur, parce que parler du rôle et de la mission des institutions républicaines dans la défense et la consolidation de la démocratie au Niger reviendra à parler de toutes les institutions régulatrices de la démocratie, c'est-à-dire en descendant à l'échelle plus bas. La Commission nationale des droits humains, le Conseil supérieur de la communication et les organes régulatrices, les organes régulateurs de la démocratie. Donc, je comprends la démarche qu'il a adoptée qui consiste à faire des exposés introductifs au niveau des trois principaux pouvoirs et que pour répondre véritablement à la thématique et à la problématique posée, il faut continuer les réflexions et à les pousser au niveau de ces organes-là. Et ce qu'il a compris, ce qu'il a exposé, moi je fais sien des propos de Moro en ce sens qu'aujourd'hui, actuellement, le président de la République, dans les faits, ne peut être dissocié de l'action du gouvernement, en cas d'un régime normal. Mais en cas d'un régime, par exemple, en cas de cohabitation, en tout cas, tous les propos du docteur ont leur sens en toute plénitude. Merci. Vous vous rappelez bien, le projet de texte constitutionnel était un projet quand certaines organisations de la société civile ont commencé déjà à utiliser ces deux procédures. Et donc, quand c'est parti au niveau des militaires, notamment même quand on le prenait dans la salle du Conseil, certains politiciens n'étaient pas d'accord. La majeure partie des partis politiques n'étaient pas d'accord. Mais du fait quand même de la pertinence de nos arguments là-bas, ils ont accepté que ce texte puisse partir. Mais dès que nos camarades ont commencé à l'utiliser et ont commencé même à abuser de ce texte, et pour des questions individuelles, et vraiment, j'utilise le mot les militaires ont estripé ça du texte constitutionnel. Donc vraiment, il faut que nous, société civile, on puisse aussi assurer notre capacité à pouvoir être responsable devant un pouvoir qu'on peut nous donner et que nous, on sait bien que le pouvoir n'est même pas, ce n'est même pas en vigueur, le texte constitutionnel, et on veut en user. Voilà un peu moi ce que je voulais placer. Il faut que la société civile reste responsable. Il faut que la société civile reste crédible. Il faut que cette société civile soit indépendante. Je vous remercie. Prime abord, je crois qu'il y a une confusion qu'il faut lever. Je pense que le ministre de la Justice et le directeur de cabinet adjoint du président de la République pensent que mes propos s'adressent au président Mohamed Issou. Non, moi, mes propos s'adressent à l'institution. Alors, une institution
elle est héritière de quelque chose. En l'occurrence, la Constitution de la 7e République, elle émane de la Constitution française de 58, de la 5e République. Et que pour arriver à la Constitution de 58, qui est vraiment un héritage français, les Français ont expérimenté une quinzaine de régimes. Et en fonction de leur réalité, ils ont conçu un régime dit semi-présidentiel. Mais dans la réalité, vous savez, il y a beaucoup d'études sur la Constitution. Je crois que c'est la première fois peut-être qu'on critique la Constitution au niveau du rôle exact du président de la République. On ne peut savoir que dans la réalité, le président de la République n'a pas véritablement de pouvoir que lorsqu'il y a une cohabitation. Eh bien, même en régime hors cohabitation, il est dit que le Premier ministre coordonne et dirige l'action gouvernementale. Et que dans la réalité, le président de la République est assez éloigné du quotidien et qu'il n'intervient qu'à l'occasion d'un certain nombre d'activités, notamment à présider le Conseil des ministres. Pour ce qui est de l'Afrique, il y a un ouvrage particulièrement intéressant qui a été écrit par Jean-Baptiste Durozel et qui porte sur l'homme d'État. Un homme d'État, c'est un homme comme un autre. Et que le statut est soumis à tellement de pression qu'il peut ne pas être à la hauteur de la mission. Vous avez aussi des études sur le chef de l'État en Afrique. Quand bien même la démocratie, elle se veut universelle, en Afrique, le chef de l'État, eh bien, il est à la fois, si on prend l'exemple, je ne sais pas, du Congo, de certains pays, ou même du Burkina, c'est une sorte de parrain. C'est un monsieur autour duquel il y a toutes les intrigues. Madame a parlé de patrimonialisation de l'État. L'État est un patrimoine entre les mains d'un individu autour duquel eh bien, tout s'organise. Mais, quand, je sais que le ministre de la Justice a dit la Constitution de la 7e République, c'est une avancée considérable. Elle a le mérite d'avoir pris en compte énormément de choses. Mais dans la réalité, tout tourne autour de l'article 46. Et l'article 46 de la Constitution, eh bien, il a énuméré un certain nombre de propos qui sont vagues. Quand on dit garant de l'unité nationale, qu'est-ce qu'on doit comprendre par garant? Chaque personne peut comprendre le mot garant tel que lui le voudrait. Quand on dit il est le gardien, eh bien, gardien, vous pouvez être gardien, mais vous n'intervenez que quand il le faut. Quand il n'y a pas de problème, votre rôle, eh bien, il ne se voit pas. Donc, à beaucoup d'égards, c'est le gouvernement qui est aux avant-postes. Le président est en retrait et l'esprit de la Constitution voudrait qu'il soit en retrait. Parce qu'il y a le fusible, c'est le Premier ministre. C'est lui qui est au charbon. C'est lui qui est responsable devant le Parlement. Et c'est la Constitution qui le dit. Bon, le ministre Yacouba a parlé des étudiants. Moi, généralement, ma première formation, c'est celle d'un historien. Et l'histoire en elle-même, si on peut la définir, c'est la critique. Je n'ai jamais aimé avoir un étudiant passif. En tout cas, mon étudiant est critique. Il doit d'abord me critiquer, moi, avec lequel il partage les connaissances. Je n'ai jamais prétendu, moi, en tant qu'enseignant, détenir les connaissances absolues. Il n'y a pas quelqu'un. Et de la même manière, dans la gestion d'un pouvoir, eh bien, personne ne doit être une sorte de Big Brother qu'on ne critiquerait pas. C'est ce qui fait justement que la gestion, on ne gère pas avec des courtisans, on ne gère pas avec de la clientèle. Un client, eh bien, il s'attend à ce qu'il va recevoir de vous.
le président nomme des gens pour l'aider à gérer, pour lui dire ce qu'il ne doit pas entendre dans l'intérêt du pays. Moi, c'est la compréhension que j'ai justement du poste. Alors, présider un conseil de ministres, c'est vrai que tous les présidents de la République, eh bien, c'est à cette occasion qu'ils se manifestent. Mais ils sont là pour entériner un certain nombre de décisions, étant entendu que le travail a été fait à la base. Il a été fait par un certain nombre de responsables. Donc, faire du président de la République, c'est les traditions françaises. Moi, je suis resté une bonne dizaine d'années en France. J'ai vu le mécanisme et j'ai étudié dans ce mécanisme. Dans la tradition française, l'élection présidentielle, le suffrage universel, c'est lui qui fait de l'individu, du simple individu, mon ami de 40 ans, Seydou Arji, au président de la République, que je dois respecter parce qu'il est l'élu de la majorité des Nigériens. Donc, c'est l'esprit français qui façonne cette sorte de monarque, de monarque constitutionnel. Il y a un individu intouchable. Quoi qu'il fasse, il est là, dont on ne sait pas exactement, la Constitution ne définit pas la réalité de ses attributions. Et donc, à beaucoup d'égards, je dirais, où on va vers un régime présidentiel, le monsieur est au charbon, pas le président, pas M. Mamadou Soudan, le président de la République, la fonction, moi, c'est elle qui m'intéresse. Il est au charbon, il doit rendre compte, et il est constamment, comment on dit, la main dans le pangouille. Ou bien, bon, on a toujours un monsieur qui a 500 conseillers qui ne servent à rien, qui est lui-même une charge pour l'État. La Constitution, c'est un texte comme un autre qu'on peut analyser, qu'on peut disséquer, qu'on peut critiquer, puisque c'est un exercice intellectuel, c'est un exercice scientifique. C'est vraiment ma compréhension, ce n'est pas destiné à X ou à Y. Il y a un certain nombre de questions qui ont été posées. Je commencerai par la dernière. Monsieur a demandé si la campagne est ouverte ou elle n'est pas fermée, ou elle est fermée. Le problème au Niger, et c'est le problème de la démocratie au Niger, le problème c'est justement l'esprit du Nigérien, l'esprit des responsables politiques. Il y a un temps pour la campagne. Le temps, c'est le temps de cette campagne quand la campagne est ouverte. Mais au Niger, la campagne dure 5 ans. On est tout le temps en campagne, ce qui n'est pas normal. Mais qui est en train de faire cette surenchère? Ce sont les responsables qui sont aux affaires. Regardez à la télé nationale. Quand on donne la parole éternellement, l'actualité tourne autour des débauchages. En quoi le citoyen lambda est concerné dans ses intérêts? On a politisé toutes les activités, à commencer par justement la médiatisation de la campagne. Les responsables politiques en charge des affaires aujourd'hui doivent quand même temporiser, voir le pays et non leurs intérêts. Parce qu'on raisonne en termes d'élection, de réélection, de prochain mandat. Alors que le prochain mandat, si le président de la République actuel fait le travail tel qu'il a promis de le faire, il sera élu au premier tour dans quelques années. S'il fait réellement le travail, même ses opposants reconnaîtront et seraient probablement en dehors de toute politique politicienne les premiers à le plébisciter. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? La réalité est que il n'y a plus d'idéologie, c'est gauche-droite, tout est confondu. Par rapport à la violation de la Constitution dont Madame a parlé relativement aux quotas, c'est que la Constitution, elle est constamment, il y a des petites violations, on va dire. Et il y a grandes violations et petites violations, des petites dont il est possible de fermer les yeux. Je crois que ça a commencé
dès la mise en place des autorités de la 7e République. Je vais donner un exemple de l'esprit du texte. En 1981, lorsque Mitterrand est venu au pouvoir, le 10 mai, c'est que le jour où il a été élu, tous les décrets étaient préparés. Il pouvait commencer à travailler le même jour. Il a demandé une petite semaine, le temps de faire le rituel, parce qu'on vient au pouvoir après un rituel. Eh bien, ici, il y a eu quelques petits ratés, mais la démocratie nigérienne, quand même, elle a une certaine vitalité. Et cette vitalité ne peut pas faire en sorte qu'on ne dise pas que, dans la réalité, le pouvoir appartient au gouvernement. C'est d'autant plus observé, comme l'a bien remarqué le cher monsieur, que quand on est en cohabitation, vous remarquez que le président est dépouillé de toutes ses attributions et que c'est lui qui organise l'opposition à partir de son cabinet. Il y a un certain nombre d'autres questions. On me permettra juste de les prendre. Alors, à pouvoir avancer, prend-on les décisions loin des quotidiens? Les décisions sont prises, comme je l'ai dit, loin du quotidien des Nigériens. Qu'est-ce qui explique la fragilité des institutions? Une institution, c'est un esprit. C'est-à-dire que l'institution, elle est là, si je prends l'exemple du micro. Le micro, c'est une institution qui sert à quelque chose. Vous prenez votre téléphone portable, il sert à quelque chose. Mais vous pouvez faire une utilisation autre. Vous pouvez tuer quelqu'un avec le micro. C'est pareil. C'est que l'institution, il y a le sens dans lequel il faut l'appréhender. Il faut se comporter. Et généralement, ce qui manque au niveau de notre pays, c'est qu'il faut être à la hauteur et ne voir que le pays. Mais là, si je prends un exemple, quand on dit le président assure le fonctionnement régulier des institutions, dans l'esprit, qu'est-ce qu'il faut entendre? C'est qu'il doit nommer la personne qu'il faut à la place qu'il faut. C'est aussi cela le fonctionnement régulier des institutions. Mais quand on nomme, c'est un exemple qui me vient à l'esprit, peut-être ce n'est pas la réalité. Quand on a besoin d'un informaticien et que vous amenez un garagiste, vous allez dire que vous avez mis un technicien, mais ce n'est pas le bon technicien, et que c'est aussi cela. Monsieur a parlé justement de l'absence du citoyen qui devrait être au cœur de notre démocratie. C'est vrai que toutes ces dispositions ont été prévues au niveau de la Commission des affaires politiques et institutionnelles et même des autres commissions, mais bon, celui qui a le dernier mot n'a pas retenu. Et là, on n'en voudra pas peut-être les délégués. Alors, on me dit que j'ai 2 minutes. Le rôle de la société civile. Je crois que ce n'est pas une notion d'aujourd'hui, la société civile. Déjà, si vous prenez les grands professeurs de sciences politiques ou de la science internationale, on parle de société civile internationale. Il y a même un article où on dit objet introuvable. C'est pour poser le débat. De tout temps, elle a été présente, la société civile, et plus qu'ailleurs au Niger, son rôle est reconnu. Et si on a la possibilité de parler de ces institutions, c'est grâce à la société civile qui est ici et remarquablement représentée par le ROTAB et les organisations qui sont les vôtres qui font un travail remarquable. Alors, quels sont les aménagements à apporter par rapport à la Constitution de 58 ? La Constitution de 58, elle est venue après celle de la 4e République en France. La 4e République est une république parlementaire qui a été instable. Et la Constitution de 58, elle a été taillée sur mesure. C'est peut-être ce que les gens ne comprennent pas. C'est que
De Gaulle, on lui a taillé une constitution sur mesure, vraiment à l'image de l'homme qu'il est. Et quand elle a été rédigée, personne n'a jamais pensé qu'un jour la gauche allait être au pouvoir. Le premier à critiquer cette constitution, c'était François Mitterrand. Le jour où il est venu au pouvoir, il a vu que le fauteuil était vraiment convenable. Il n'a rien modifié, absolument rien. Et il a fait 14 ans tranquille, là où, bon, il est vrai que l'article 19 a été abrogé par la suite, celui qui donne des pouvoirs exceptionnels, mais dans l'esprit, les pouvoirs sont répartis et exécutés de manière convenable. Voilà ceux qui n'ont pas entendu les réponses à mes questions, à leurs questions, qu'ils m'excusent. Il y aura d'autres occasions, j'espère, monsieur le coordinateur. Alors, par rapport aux différentes inquiétudes, aux différentes questions qui ont été posées, je vais essayer de résumer parce qu'il y en a qui vont dans le même sens. Voilà. Donc, par rapport à la question de l'armée, c'est vrai que l'armée ici a tendance à jouer un rôle assez ambigu. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a quand même une certaine différenciation. Voilà, il faut faire la part des choses, comme on le dit. L'armée n'a pas le droit de s'ingérer dans la gestion du pouvoir, en principe. L'armée a le rôle de défendre les valeurs républicaines. Et dans la charte, tout comme dans le protocole, il est stipulé que toute intervention militaire pour renverser un pouvoir est démocratiquement élu, en tout cas est une violation de l'ordre constitutionnel et constitue un changement antidémocratique et un changement anticonstitutionnel de pouvoir. Donc l'armée n'a pas le droit de s'ingérer dans la gestion du pouvoir. Voilà. Donc ça, c'est la première question. Alors au niveau de la démocratie en Afrique, bon, ça soulevait quand même quelques questions. Et donc, ce que je peux dire ici, c'est que dans mon exposé, si vous vous rappelez bien, j'ai parlé en temps de la démocratie négro-africaine. La démocratie négro-africaine, effectivement, qui s'inspire de cette gestion-là du pouvoir par les chefs traditionnels, en tout cas de l'époque, qui avaient la tendance à rester au pouvoir et après leur décès, la plupart du temps, c'est leur fils qui le remplaçait au pouvoir. Donc, il y a eu cette exportation-là de cette démocratie, en tout cas qui est constatée de part et d'autre. On a vu que beaucoup de chefs d'État, beaucoup de nos chefs d'État tiennent à rester au pouvoir jusqu'à leur décès. Nous avons vu le cas togolais et bien d'autres. Au Burkina, nous avons en tout cas une situation également qui est là, avec le chef d'État qui voudrait passer le pouvoir peut-être à son frère puisqu'il n'a pas de fils. Au Sénégal, c'était Karim Wade et tout. Donc, pardon? Ok, merci. Donc, c'est effectivement de cela dont il est question. C'est ce qu'on observe dans certains pays. Et je suis d'accord avec ceux qui pensent que la démocratie, ce n'est pas seulement les institutions et tout. Il est grand temps, et cet avis n'engage que moi, il est grand temps qu'on puisse, comme vous l'avez dit, réfléchir en tout cas à certaines choses pour adapter la démocratie au contexte africain. Parce qu'on a eu l'impression qu'on a pris la démocratie, on est venu l'installer au niveau de l'Afrique sans tenir compte des réalités qui prévalaient. Et donc c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours en train de se débattre pour sortir en tout cas de cette situation. Donc également, je vais rappeler que je ne suis pas ni l'avocate de la CEDEAO, ni de l'Union africaine. Dans notre institution, nous défendons des normes démocratiques et de développement. Et nous avons un projet qui est là actuellement, qui est le projet de promotion et veiller sur la mise en œuvre de la charte de la CEDEAO et de l'Union africaine. Voilà pourquoi on a tendance à en parler. Mais je pense quand même que ce que je peux dire sur ces institutions-là, pour revenir à ce que le monsieur avait dit tout à l'heure, la CEDEAO ni l'Union africaine n'ont jamais bombardé, entre guillemets, comme on le dit, de grade certains capitaines. Je pense qu'il voulait parler du capitaine Sanogo et tout. Jusqu'à preuve du contraire,
et je le rappelle, je ne suis pas l'avocate de ces institutions, c'est l'État malien, au niveau de l'État malien, que le capitaine Sanogo a été reconnu comme ancien chef d'État. Ce n'est ni la CEDEAO ni l'Union africaine qui en ont fait des anciens chefs d'État. Il faut reconnaître également que ces institutions ont leurs limites, parce qu'elles doivent respecter la souveraineté des différents pays. Voilà, donc la CEDEAO a quand même ses limites que nous connaissons toutes, et l'Union africaine également. Donc elle n'a pas été à l'origine, en tout cas, de la promotion du capitaine Sanogo. Parlant des sanctions, c'est vrai qu'elles ne sont pas très sensibles. Elles ne sont pas très sensibles dans ce sens où on note quand même des insuffisances quand on prend les crises qu'on a eu à traverser avec le Mali, le Togo. Bon, on a vu quand même des insuffisances, mais il faut rappeler que dans ces instruments, il y a des sanctions. Les instruments prévoient des sanctions, et parmi ces sanctions, il y a souvent la suspension du pays, il y a des embargos. Mais je suis d'accord avec vous que ces sanctions doivent en tout cas être revues pour qu'elles puissent sanctionner de façon très pratique, de façon très vive, les différentes dérives constatées. Je voudrais également remercier M. Abdoulaye pour l'apport qu'il a fait. Alors, à notre sage, je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, mais déjà, je tiens à vous remercier pour votre participation à la présente session. Je suis déjà contente de constater que vous êtes venu à la conférence et que vous avez tenu à poser vos questions. C'est votre droit. Et dans le travail que nous faisons également, nous tenons à ce que toutes les composantes de la société, à tous les niveaux que ce soit, puissent connaître ces instruments, parce que ces instruments ne défendent pas seulement les droits de certaines personnes, ils défendent les droits de tout le monde. Donc, je suis contente de votre participation et je suis sûre que vous allez constituer un relais en tout cas auprès de vos organisations. Je ne sais pas si vous avez mentionné le terme paysanne, mais en tout cas de vos structures. Voilà. Et déjà, par rapport à ce que vous avez dit sur le président Blaise Compaoré et Idriss Déby, en parlant de Blaise Compaoré, peut-être que je vais mettre entre parenthèses, quand je parlais du mouvement ici au Niger, nous sommes en débat, ça n'a rien de personnel. J'ai également attaqué certains présidents, dont le président Compaoré. Je suis du Burkina, donc ça n'a rien à voir. Nous sommes en démocratie, nous parlons de façon générale. Donc je n'attaque ni le Niger ni le Burkina. Je m'en prends aux dérives. Voilà, donc le président Blaise Compaoré, le président Idriss Déby sont effectivement dans ce continent africain. Ils commettent des gaffes et on a l'impression qu'ils sont à la limite couverts, qu'ils commettent ces gaffes-là avec la complicité des institutions, puisque personne ne les arrête, personne ne crie fort souvent ce qu'ils font. Quand on prend le cas du Burkina, récemment le président, en tout cas avec son groupe, a tenté d'installer un Sénat entre guillemets, pour faire passer la Constitution, pour réviser la Constitution. Au niveau international, il n'y a eu aucune voix, ni de la CEDEAO, ni de l'Union africaine, pour sortir et puis condamner cela. Parce que ce monsieur, il est quand même à 26 ans de pouvoir. Et le président Idriss Déby également, il commet des dérives et on se rend compte que les institutions elles-mêmes ne disent rien. C'est les organisations de la société civile au sein de leur pays ou les partis politiques d'opposition qui arrivent en tout cas à faire arrêter certaines choses. Donc ils sont là et ces deux exemples, on ne se limite pas seulement qu'à ces deux exemples. Vous avez le cas du président El-Béchir du Soudan, vous avez le cas du président Mugabe. El-Béchir, c'est assez sensible, il est frappé d'un mandat, mais il circule, il prend son avion, il va dans certains pays. Je n'ai pas encore vu un pays qui a décidé de l'arrêter et tout. Donc je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous qu'il y a quand même des insuffisances. Il y a des insuffisances parce que c'est flagrant comme on le dit. Donc je pense que en même temps c'est un appel que je lance. C'est le rôle que nous devons tous jouer en tant qu'acteurs de la société civile, en tant que membres du gouvernement, en tant que membres des institutions internationales africaines, en tant que membres des parlements, en tant que membres des partis politiques, en tant que membres de la presse, qui est évidemment membre des organisations de la société civile. C'est notre rôle à nous, parce que ces gens-là, ils sont au pouvoir, ils nous dirigent, mais ils gèrent en même temps nos biens. C'est notre rôle
de travailler ensemble, de se mettre ensemble pour quand même lutter contre ces dérives-là. Et je pense que cette rencontre de ce soir s'inscrit dans ce cadre-là. Et donc, je ne sais pas si j'ai omis quelque chose. Je tiens à m'excuser pour les différentes prononciations. Voilà.